Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Premièrement, désolé pour l'écart entre mes podcasts dernièrement. La vie m'a rattrapé, puis il y a plein d'affaires qui se sont passées. J'ai voyagé un peu, j'ai eu beaucoup de trucs avec le travail, avec les deux business. Fait que j'ai comme manqué un peu de temps pour faire ce projet-là, qui reste un projet de cœur. Fait que c'est un projet qui est important, je veux le prioriser. Par contre, ça reste un projet d'amour et de partage. Donc, des fois, c'est ça qui va prendre le bord. Mais bref, je suis là. Puis aujourd'hui, je fais un autre podcast dans la lignée des podcasts en route vers le marathon d'Ottawa, où est-ce que je fais la chronique de ma préparation jusqu'au marathon d'Ottawa. Où est-ce que j'ai fait un épisode avec Charles Castonguay, où est-ce que j'ai planifié mon plan d'entraînement, j'ai fait un test de lactate, on est rentré dans les détails dans le test. Et là, j'ai voulu faire un podcast avec Ben Boulanger, vous connaissez, c'est un habitué du podcast, mais sur le plan de nutrition spécifique au marathon. Et j'ai construit, un peu comme avec Charles Castonguay, mon plan pour moi, personnellement, donc de mon expérience très précise. On va aussi beaucoup plus large avec certains fondements de la nutrition pour marathon. Donc, si la distance marathon vous intéresse, et même à différents égards, la distance demi-marathon ou même demi-Ironman, donc des efforts de cette durée-là, de ce range-là, la conversation avec Ben va être extrêmement intéressante pour vous. On fait mon plan de nutrition pour le marathon d'Ottawa. On parle de comment se préparer à accomplir ce plan-là. On parle de comment gérer l'alimentation tout au long de la préparation de marathon. Donc, c'est une distance qui nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de volume. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de rester au sommet de notre nutrition pendant toute cette période-là? On parle ensuite du carb load, du fameux carb load, de quoi faire avant le marathon. On en avait déjà parlé avec Ben, mais là, on va plus en détail sur vraiment quelle forme ça devrait prendre un carb load 3 ou 2 jours avant le marathon ou avant l'épreuve. Et Ben finit en nous donnant ces 2 suppléments qui sont prouvés par la science pour aider la journée de la course. Donc, je vous laisse écouter tout ça. C'est vraiment une conversation fascinante. Encore une fois, la nutrition, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse grandement et je suis persuadé que vous allez trouver des pépites d'informations là-dedans qui vont vous aider grandement, que ce soit pour la préparation pour un demi-marathon, un marathon, demi-Ironman, triathlon olympique, peu importe qu'est-ce que vous allez faire dans la saison estivale qui s'en vient. Fait que ça va être super comme podcast, je vous le promets. Et sinon, le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est la compagnie ultime pour vos besoins en supplémentation de sport d'endurance. Là-dedans, on a le UPICA Endurance, glucides, électrolytes, taurine, tout ce que vous avez besoin pour pendant l'effort. On a le UPICA Récup, acides aminés essentiels, glutamine, carnitine, électrolytes, taurine aussi, pour récupération musculaire, réduire les courbatures, améliorer l'hydratation. Bref, tout ça et encore plus sur le site de upica.ca. Si vous utilisez le code UPICA Podcast, vous allez avoir 10% de rabais sur votre première commande. Fait que sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Ben Boulanger. Cool, man. C'est parti. Aussi simple que ça dans le Garage Grind. On est de retour. Encore une fois, même setup. La dernière fois, je me rappelle, c'était plus l'hiver puis il faisait plus froid. Là, on est dans le redout en ce moment. Mais j'ai gardé mon manteau juste par... Mais j'allais dire, on s'est habillé mieux que la dernière fois. C'est pas qu'on a un PTSD La dernière fois, j'étais en hoodie puis ça l'a pas fait. Cool, man. Fait que dans le fond, dans la série En route vers
Ottawa, fait qu'en route vers le marathon d'Ottawa dans ma préparation. Je vais faire plusieurs épisodes dans les prochains mois. Puis là, un épisode que tu m'as envoyé un message vocal en fait pour me dire hey, ça serait cool de faire ça. Puis effectivement, ça serait cool. C'est un volet nutrition. Fait qu'essayer de revoir un peu les bases puis de faire un plan efficace pour le marathon. Mon marathon à moi. Exact. Mais le monde qui écoute, je veux dire, la recette, oui, tout le monde est différent, mais il y a quand même des clés de connaissances à avoir pour une épreuve d'une durée marathon. Fait que ce soit marathon ou même demi-marathon ou même plus long. Puis je vais la mettre, cette nuance-là, quand on va approcher de quelque chose de plus spécifique. Mais oui, clairement, il y a plein de choses que les gens peuvent retirer d'une genre de consultation-ish. Ouais, exact, c'est ça. De suivi alimentaire pour comme, OK, qu'est-ce qu'on veut tweaker, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut viser pour qu'au courant de ta prep, tu favorises la récup, la performance, mais aussi jour J, peak, qu'est-ce qu'on veut faire les jours avant, puis essayer de maximiser tout. Ça se peut même que je donne des trucs ou on peut même parler de suppléments, de peak performance, de tout ça, que tu vas pas nécessairement utiliser ou que les gens à la maison n'utiliseront pas, mais reste quand même que c'est le fun à savoir si dans une optique de plus long terme, un jour, tu veux essayer d'atteindre ces niveaux de pic performance-là. Tout à fait. Mais avant de tomber dans ça, j'avais une réflexion que je voulais faire part aux auditeurs du podcast Upika, puis je savais pas nécessairement quand j'allais vouloir en parler. Puis le fait que j'étais avec toi aujourd'hui, puis en passant, ceux qui écoutent, j'ai pas préparé Ben à rien des questions qui s'en viennent ou de ce que j'ai pensé qu'on allait aborder, mais je te fais assez confiance d'être capable de t'en sortir. Il m'est arrivé une observation dans les dernières semaines. Je te parlais que j'étais en voyage avec ma blonde dernièrement, puis que j'ai fait des semaines de 15 heures d'entraînement quand même, que ce soit sur le vélo, à basse intensité ou à plus haute intensité, mais peu importe, c'est pas très important. Puis tu sais, quand t'es en voyage, tu manges toujours différemment que quand t'es chez vous. Ben oui. Puis moi, c'est souvent moins. Parce que t'es... par exemple, là, on était dans un Airbnb, puis là, on est là pour 5 jours dans le Airbnb, fait que là, tu t'en vas pas acheter tous les essentiels à l'épicerie, tu t'en vas pas... Fait que tu sais que tu vas souper dans un resto, mais là, il faut que tu déjeunes, fait que là, t'achètes peut-être, là, j'avais des bars, puis tu sais, une coupe d'affaires, puis là, finalement... Pars en vélo le matin, dîne pas vraiment à part une coupe de bar puis des jujubes sur le coin de la rue parce que là, t'arrives chez vous, il est rendu 4 heures, fait que tu fais bon, mais on va aller. Tu veux pas gâcher un resto. C'est ça, tu veux pas gâcher un resto parce que tu payes déjà assez cher pour le resto, puis bref. Fait que j'ai vraiment moins mangé qu'à l'habitude. Puis depuis que je suis revenu, parce que je suis conscient de ça, puis parce que je connais ce que je connais des conversations sur la nutrition que j'ai eues, j'ai activement décidé de plus manger. Puis où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que je sais qu'on utilise la faim comme une façon de manger à sa satiété, si on veut. De viser son besoin. De viser son besoin. Mais j'ai l'impression que la faim est comme un peu pas fiable. Parce que quand j'étais en voyage, je suis pas arrivé une fois que j'étais comme « Oh man, j'ai faim ». Puis là, aujourd'hui, quand que je fais activement l'attention pour manger plus, quand je te dis manger plus, c'est comme gros déjeuner avec une source de protéines, des glucides, des fruits, un bon dîner, pas juste un petit sandwich sur le coin ou des crackers, un bon dîner, un genre de sauté asiatique. Le soir, un bon souper, genre curry de pois chiches ou tu sais, de quoi de même. Vraiment activement plus, puis j'ai pas moins faim ou plus faim ou je me sens pas plus plein. Il y a comme aucune différence dans comment ressenti. Je me sens ou dans mon besoin de manger ou dans mon ressenti de manger. Par contre, au niveau de quand j'étais en voyage, j'avais de la misère à faire l'intensité. J'avais des petites tensions à gauche, à droite qui se pointaient le bout du nez. Et là, ça fait une semaine que j'ai re-switché ça. Puis là, ces affaires-là s'en vont. J'ai plus d'énergie. Mes fréquences cardiaques montent moins pour un power égal, par exemple, sur le vélo. Toutes des choses comme ça. Fait que je te lance ça. Il n'y a pas vraiment de question. Toutes des choses qui te démontrent que, entre guillemets, tu t'es sous-alimenté durant cette période-là, puis là, suralimenté. Mais les signaux de faim et de satiété,
c'est pas mal plus compliqué que juste dire les écouter. Ouais. C'est multifactoriel ce qui peut les influencer. Puis, tu sais, là, ça me fait sourire qu'on parle de ça parce que mon doc, Ouais. il est majoritairement là-dessus. C'est pour ça que je me disais que ça allait pas être. Je n'étais pas inquiet que tu allais avoir une bonne réponse à ma question. Tu sais, même le choix des aliments que tu fais influence la façon dont tu vas être rassasié ou non. Ouais. L'endroit, fait que tu sais, mettons, si t'es dans un endroit, les gens vont peut-être se reconnaître, mais quand t'es dans un restaurant puis que t'as pas une personnalité très sociable, des fois, c'est dur de s'alimenter ou de ressentir la faim à cause du stress d'un environnement social comme un resto bruyant ou des gens que t'es stressé de rencontrer, etc. Le stress, comme je viens de dire, après ça, il y a ta nuit de sommeil, tout ça influence tes niveaux de faim et de satiété. Fait que c'est complètement normal qu'ils varient dépendamment si t'es en voyage ou pas. Par contre, le bémol, c'est que c'est pas parce que c'est pas fiable. C'est parce que, justement, les variables qui, normalement, on veut utiliser pour être dans un équilibre ou dans une vie saine ou même comme un athlète, dans une hygiène athlétique qui favorise la performance, ben, ils viennent avec. Ça veut juste dire que je peux pas dire à quelqu'un écoute ta faim puis fais rien d'autre qu'écouter ta faim. Faut que j'y donne des recommandations nutritionnelles, faut que je donne des recommandations de sommeil. N'importe quel nutritionniste fait ça. Son questionnaire pré-rencontre inclut des questions sur l'alcool, sur sa capacité à cuisiner, sur avec qui il mange, le nombre de fois qu'il mange seul devant un écran. Tu sais, toutes des niaiseries de même qui finalement ont un impact sur ta faim et ta satiété, que là, tu l'as vécu x10 ou que les gens vivent en général x10 en voyage, puis que quand tu reviens, puis que finalement, tu te ressentes OK, puis dans ton cas à toi, plus spécifiquement, c'est viser sa faim, voire un peu plus, avec une composante qui favorise l'énergie, fait que tu sais, un peu plus de glucides que quelqu'un de sédentaire, par exemple. Ben là, c'est sûr que tu as vu plein de bénéfices, mais tu as tout corrigé le reste. C'est qui ça. t'ont aidé à mieux ressentir tes signaux de faim. Fait que faut pas le voir comme étant... Mais Vas-y. je pense que j'ai la difficulté à comprendre c'est quoi un signal de faim. Ouais. Parce que, mettons, Doom, que tu connais bien, les gens qui écoutent le podcast, peut-être qui le connaissent aussi, mon ami, mon collègue sur le Sans Filtre podcast. Mon âme sœur. Mon âme sœur. Lui, quand il a faim, il shut down. Complètement. Puis c'est vrai, là, quand il a faim, man, je me l'imagine. il shut down. Puis là, il est comme... Il n'y a plus rien qui se passe. Il sera pas capable ou il va avoir de la difficulté à entreprendre une tâche ou à juste répondre. Il devient comme despondent, l'expression en anglais. Ah, c'est vrai. Puis là, il mange, il se fait chauffer son lunch, puis là, il mange, puis là, il revient avec nous autres. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai pas, à part dans des situations vraiment très extrêmes de restrictions alimentaires que j'ai comme un peu mal au ventre, que je fais là, j'ai faim. Mais sinon, j'ai pas ça. Puis j'ai de la misère à savoir. Tu sais, comme là, en ce moment, là, je me fais plus à manger. J'ai pas plus faim. Ouais. Quand je me fais mon assiette, je la fais pas plus grosse parce que je me dis si je vais manger beaucoup. J'ai pas plus faim. Fait que je sais pas exactement si... L'exemple de Doom démontre bien les différences interpersonnelles dans... on appelle ça le Satiety Responsiveness quand on l'évalue, mettons. C'est ta capacité à, mettons, de façon très technique, sentir l'hormone. Ouais. Okay? La sécrétion hormonale de faim, ben, comme l'insuline, on peut être plus sensible ou moins sensible à cette hormone-là, à sa sécrétion, puis à comment tu vas l'appliquer par la suite. Fait que, ça, c'est des différences interpersonnelles qui vont varier, puis qui vont faire que, justement, quelqu'un comme Dom, par exemple, ça va être beaucoup plus dur pour lui, entre guillemets, de travailler autour de ses signaux de faim, puis de finalement manger avant d'atteindre ce stade-là. Ouais. Cependant, ce stade-là, tu pourrais l'atteindre. C'est juste que toi, étant plus sensible que lui, tu vas t'en rendre compte assez tôt, puis le fait que ça t'arrive jamais, c'est que dans le fond, tu t'en rends compte toujours assez tôt. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Fait que dans le cas de Dom, c'est comme sa sensibilité qui est moins grande, mais encore là... Il bunk avant de s'en rendre compte. C'est ça. C'est ça. Exact. Puis ça, c'est tellement bon que tu as fait ce lien-là parce qu'on appelle ça du self-awareness, la capacité un peu de connaissance de soi. Puis pour un athlète élite, c'est clé. N'importe quel préparateur mental t'expliquerait que le self-awareness pour un athlète, c'est sa capacité à reconnaître je suis où par rapport à ma ligne rouge. Je comprends. Outre que mon pace, outre que mon threshold LT2, peu importe, c'est vraiment je suis en train de dépasser une ligne qui va faire que je peux plus revenir en arrière. Puis ça, c'est
la clé de tellement d'athlètes de très haut niveau. Leur capacité à se connaître, c'est un des atouts qui les différencie d'un athlète bon ou pro, bon ou amateur, d'un athlète d'élite, voire professionnel, voire le champion du monde. T'sais. Fait que dans la fin de la société, c'est la même chose. Plus tu peux être moins sensible, plus sensible, ça se travaille, Fait qu'au final, on est tous différents face à ce signaux-là, mais on veut mettre en place le fameux équilibre que je te parlais autour de sommeil, choix alimentaire, tout ça, qui permet de le mieux ressentir possible. Mais il y a des gens qui vont toujours manger à leur faim. Je sais pas si ta blonde fait partie de ces gens-là, mais tu sais, souvent on connaît une fille ou un gars qui s'en fout un peu de la nutrition, va avoir un poids stable toute sa vie parce qu'il va toujours manger à sa faim, parce que lui, il est très sensible à ses signaux, puis dès qu'il a faim, il mange, puis intuitivement, il y a un environnement alimentaire qui favorise le bon choix. Ma mère est comme ça. Elle mange tout le temps. Elle est tout le temps en train de manger quelque chose. Tout le temps quelque chose qui agrée. Elle va toujours respecter ses signaux, fait qu'elle va jamais manger plus que son besoin nécessairement, puis elle va vivre sa vie comme ça. Fait que tu sais, c'est très différent d'un individu à l'autre, puis ça en est un bon exemple. Je comprends. Parfait. Merci pour cette réponse-là. Puis ça va m'amener justement à débuter la conversation autour du marathon, parce que le marathon, même si pour certaines personnes, c'est plus un défi en tant que tel, le traverser. Un marathon, c'est énorme. Comme charge d'effort durant le marathon, mais comme charge d'entraînement pour le marathon. Puis, parlons un petit peu de l'alimentation pendant la préparation, pendant les phases d'entraînement qui amènent jusqu'à la journée comme telle. On va reparler de la journée plus tard. J'ai reçu Elissa Legault sur le podcast. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode où est-ce qu'elle parle du REDS, donc le Relative Energy Deficit Syndrome. C'est bon. Puis elle, son expérience de comment, je m'en rappelle, puis peut-être qu'il y avait des choses qu'on n'a pas discutées nécessairement, mais souvent, ça s'est manifesté dans la course à pied, pas pour elle, là, mais souvent, ça s'est manifesté par un désir de contrôle du poids, un désir de se sous-alimenter pour perdre du poids dans une culture toxique d'entraînement qu'on connaît, qu'il y a du monde qui sont en prison en ce moment à cause de ça, puis qu'il y en a d'autres qui devraient l'être. Mais elle, c'était pas dans cette optique-là. Ça s'est passé de façon insidieuse sans qu'elle s'en rende compte. Donc, elle avait une charge d'entraînement très élevée pour le marathon, autour de 160, des fois 180 kilos de course, qui est vraiment énorme. Et même quelqu'un qui nous écoute, que son pic va être à 80 kilos de course, c'est beaucoup de kilomètres de course. Comment est-ce qu'on s'assure de s'alimenter suffisamment au quotidien pour être capable de soutenir un régime d'entraînement pour un marathon? La première affaire clé à savoir, c'est quand on parlait tantôt de qu'est-ce qui peut influencer nos signaux de faim, l'activité physique en est un. Puis c'est comme un U inversé ou un U dans le bon sens, peu importe comment je l'explique. Une cloche, le diagramme de cloche. Au début, quand tu commences, ton niveau de faim va augmenter. Un U inversé. Plus ta faim va augmenter, plus... je recommence. Je recommence pour le clip. Plus ton niveau d'activité physique augmente, plus tu vas avoir une faim qui va tranquillement augmenter en fonction de cette dépense énergétique-là. C'est comme la réaction du corps normal de comme je dépense plus d'énergie, donc j'en ai besoin un petit peu plus. Quand on va passer un certain volume qui va justement devenir des athlètes souvent d'élite ou des volumes d'entraînement qui représentent des 15, des 20, puis ça dépend toujours de l'intensité aussi, on s'entend, là, c'est pas juste dépendamment du volume, mais si on ferait la quantification du stress mécanique de ça, on pourrait probablement faire le lien entre volume et intensité, mais maintenant, on va tendre vers une diminution de ce niveau de faim-là. Fait que tu vas tellement t'entraîner que ton corps n'aura pas, entre guillemets, l'énergie ou la capacité de sécréter les bonnes hormones, de t'envoyer les bons signaux, parce qu'il utilise tout son gaz pour survivre à ton entraînement. Question... parenthèse, est-ce que cette cloche-là, puis appelons ça ces seuils-là, là, où est-ce que tu dépasses un certain seuil, que tu redescends, est-ce que ça peut aussi être appliqué à quelqu'un qui fait pas des 180 km de course, mais qui fait 80, mais pour lui, 80, ça équivaut à 180 pour quelqu'un d'autre. Puis pour quelqu'un qui aurait, par exemple, un sommeil très difficile, je sais pas, une mère monoparentale, qui a un sommeil compliqué, puis une vie en général ou un stress de vie plus compliqué, clairement que la quantification du stress rentre en ligne de compte aussi. Donc, il passe un moment
où est-ce que la quantification du stress devient tellement grande que ton corps est moins capable de reconnaître les signaux de la faim. C'est ça que exact. Puis ce qui va mener de façon, comme tu as dit, insidieuse à long terme pour ces athlètes-là, par exemple, à finalement, tranquillement, pas assez manger pour l'effort qu'ils vont faire. Puis tranquillement, continuellement être en déficit énergétique. Puis souvent, il n'y aura pas nécessairement une diminution de la performance d'un coup. Immédiat. Ils sont assez techniques, ces athlètes-là, ils ont assez d'expérience, ils ont une force mentale souvent très grande, plus grande que la moyenne, qui leur permettent souvent de maintenir pendant longtemps. Puis en même temps, souvent, de justement perdre la masse adipeuse. Fait que mentalement, il y a une association avec la performance malsaine qui est faite. T'es comme dans une loupe où t'as l'impression de travailler fort. T'as l'impression que ça va bien jusqu'à temps que ça pète. Souvent, c'est une blessure qui va arriver. Parce que là, quand ton corps est tellement fatigué puis que tu lui demandes énormément d'efforts, il va faire comme des petits tweaks, des petites erreurs, se fouler à la cheville, fracture de stress, des affaires que tu contrôles pas du tout, là, au final. Souvent, ce type de blessure-là, je te parle pas genre, tu te fais ramasser par un chien sur le genou. Par un chasse. Je te parle vraiment un comme chien sur le genou. Un labrador, là. C'est rough. C'est vraiment rough. Ouais, ça peut scraper ta préparation sur un mais au final, ça fait qu'une petite affaire imprévue, là, ça te blesse. Puis là, c'est là un peu que tu le réalises. C'est là que tu commences à faire OK, là j'étais vraiment au fond du baril en termes de capacité à mon corps de me dire les bons signaux. Puis c'est pour ça qu'avec certains athlètes, puis ça m'arrive plus souvent quand même qu'on pense, mais toujours en visant les signaux de faim, de volontairement en rajouter. Ça, c'est vraiment courant de dire, je veux qu'on garde le cap sur le fait que reconnaître ces signaux de faim, c'est à vie. OK? Puis c'est plus important que n'importe quel marathon. Puis même si tu me dis le contraire, que ce marathon-là peut changer ta vie, fait que tu t'en fous au complet, ben moi, je vais jamais prendre cette décision-là pour toi. Comme professionnel de la santé, je le ferai pas. Fait que reconnaître ces signaux, puis manger par-dessus, ben, j'ai plein d'athlètes que je leur demande de faire ça activement. Fait que quand tu parlais tantôt du activement, ça me faisait penser à ça un peu, de dire, ben là, je viens de combler ma faim dans les bonnes proportions dans ce repas-là, plus une bouchée de chaque catégorie d'aliments, plus une bouchée, plus une demi-assiette. Ça peut être des fois des grandes quantités. Puis je fais pareil quand, je vais un peu dévier, mais quand on parle, par exemple, d'un joueur de ligne offensif qui doit gagner du poids pour sa position, quelqu'un qui voudrait gagner de la masse musculaire de façon très intense pour un objectif temporellement défini, je ne le renvoie pas chez eux en disant que c'est un objectif qui est poche puis qui peut le mener à des troubles alimentaires. Je vais l'accompagner de la façon la plus saine possible dans cet objectif-là parce que c'est vrai qu'on peut techniquement l'atteindre puis qu'on le fait avec d'autres athlètes comme les sports d'endurance de très haut volume. Ouais. Fait que c'est là la nuance. C'est pas de dire PH mange à l'infini tout ce que tu veux, le plus que tu veux, parce que de toute façon, ça va probablement finir par te nuire au niveau de la digestion, au niveau du fait d'être dans ta course puis de tout juste avoir mangé quelque chose de lourd. Être en carb load sans arrêt. Être en carb load sans arrêt, même au niveau de ta glycémie, ça sera pas l'idéal. Il faut avoir une balance avec des protéines, avec des légumes, avec des fibres. C'est pas aussi simple que ça. Puis c'est pour ça qu'il faut comme faire attention quand on tombe dans le je m'entraîne énormément, je veux pas tomber en rest, fait que je vais manger à l'infini. Prenez un suivi ou parlez-en à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus, ça va vous aider à vous guider un peu là-dedans. Pas par peur de trop manger, c'est pas ça mon point. C'est par peur que cette déviation-là fait qu'on oublie que l'écoute des signaux de faim de satiété, c'est important, c'est des habitudes qu'on développe pour le long terme, c'est pour la vie. Là. Est-ce que tu crois que, puis là je te mets under the spot parce que je pense pas que c'est encore étudié très largement, mais de ton expérience clinique, puis on fait un gros disclaimer que ça c'est ma propre expérience. C'est ta propre expérience clinique. Est-ce que tu crois que la sous-alimentation pour les athlètes, c'est plus présent qu'on réalise? Oui. Est-ce que tu penses que il y a beaucoup de blessures qu'on n'est pas capable d'attribuer, beaucoup de burn-out qu'on n'est pas capable d'attribuer nécessairement qui sont liés à ça? Mais oui, puis tu sais quoi? Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on idolâtre beaucoup d'athlètes qui l'entretiennent eux-mêmes. Puis qui vont être dans des très hauts niveaux de performance malgré cet état-là qui finalement... Tu sais, quand je te dis qu'ils réussissent à maintenir un haut niveau de performance, mais si tu es rendu là puis que tu es dans le top 5 de ton sport, tu vas maintenir ces performances-là dans un état critique qui va te nuire sur le long terme, assuré, qui va nuire aussi à ta santé mentale. C'est souvent ça qu'on va remarquer quand l'athlète réussit à sauver des blessures. Mais
on va l'idolâtrer, on va vouloir copier sa technique, alors que c'est pas la bonne. Alors que c'est pas parce qu'il est à ce niveau-là qu'il serait pas à un niveau supérieur. Exact. Ça c'est un gros biais. Un gros biais c'est un énorme biais qu'on fait. Puis même dans la mentalité que les athlètes peuvent avoir, tu sais, le mindset qu'ils adoptent puis qu'ils partagent, moi, j'ai un énorme bémol là-dessus, un peu de l'attitude de il faut pas que tu ailles de plan B. Il faut que ce soit le centre de ta vie pour être le meilleur au monde. Il faut que tu délaisses les gens autour de toi. Ben non, je pense pas que c'est une belle façon de vivre sa vie d'athlète pro. Peu importe si Michael Phelps le fait, je te garantis que Michael Phelps le referait pas. Non, c'est ça. Si c'était pour avoir envie autre chose, puis probablement qu'il serait aussi bon, voire meilleur. Voire meilleur. Ouais. Puis je pense pas que lui, dans son cas, c'était un problème de déficit de calories. Là, tout ce qu'on entendait à sortir. Mais c'est une problématique de comportement alimentaire en partie, probablement. Il y a comme eu des histoires probablement vraiment exagérées, mais de consommation de caféine, de produits qui lui permettaient d'être constamment au summum de sa récup. Puis tu sais, genre, tant bien lui fasse, au final, il a pas fini sa carrière de façon belle et élogieuse. Puis je pense qu'il y aurait quand même, il serait là, puis il y aurait une coupe de regrets quand même à ce niveau-là. Définitivement. Puis, je pense justement, on le remarque pas assez. Puis de plus en plus, c'est discuté. Je pense que des podcasts comme ça, ou le Upica, celui du Red, je suis pas mal sûr qu'il y a un grand nombre d'écoutes. Il y a vraiment. S'il n'y en a pas un grand nombre d'écoutes, je pense que les gens qui l'ont écouté, ça les a beaucoup touchés. Il y a énormément de monde. Parce que ça fait un peu un wake-up call qui fait peur, parce que tu te dis... Hey boy, ça peut faire 5 ans. Tu sais, moi, dans mes consultations privées, je peux parler avec un athlète, puis là, je commence à le saisir. Je commence à le pogner, ça, cette attitude-là, cette courbe-là. Puis, tu sais, souvent, mes questions deviennent de plus en plus axées vers c'est quoi ta fréquence que tu tombes malade? C'est quoi ta fréquence que tu as une blessure? Est-ce que ça fait longtemps que tu as fait un PB? Etc., etc. Puis, tu sais, ça devient la normalité pour des athlètes d'élite, tout ce que je viens de décrire, tomber malade souvent, se blesser, gérer les blessures, tout ça. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est ça qu'on devrait tous faire, puis c'est que la façon dont cet athlète-là a une hygiène de vie athlétique, c'est bénéfique pour sa performance depuis toutes ces années-là. T'sais. C'est drôle que tu dises ça parce que, justement, Elissa, c'est ça qu'elle disait. Elle s'est rendue à, je pense qu'elle est arrivée deuxième fille ou deuxième canadienne au marathon d'Ottawa. Ça a comme été sa performance breakthrough. Ouais. Puis ce qui s'est passé après, c'est qu'elle s'est mise à changer son mindset parce qu'elle était rendue à un niveau qu'elle pouvait peut-être aspirer aux Olympiques. Ouais. Fait que là, elle a changé des habitudes de nutrition, elle a changé des habitudes d'entraînement, elle a changé sa mentalité par rapport à ses objectifs. Ben oui. Puis c'est là que ça a commencé à chier pour des raisons comme ça, pour des blessures, des petites affaires qui revenaient à des PB qui étaient éloignées. Puis là, tu fais comme qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à temps que là, fracture de stress, je crois, du bassin ou quelque chose comme ça, là, une grosse crise d'affaires. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Puis le même principe, quelqu'un qui commence à courir, puis là, qui fait un marathon, puis dit « Hey, moi, j'aime ça, je continue. » Puis là, continue dans le plaisir à faire un autre marathon, puis là, amener Chris, là, sub 3, puis là, c'est comme sub 3. Tu t'es rendu à 3,05, c'est bon, là, tu sais. Puis là, sub 3. Fait que là, pour faire le sub 3, ben là, on tombe dans... OK, là, tu commences à lire des affaires, tu commences à te mettre de la pression, tu commences à dire, mais là, il faut que je fasse attention à ce que je mange, faut que... Puis c'est là qu'au final, amener ton sub 3, il vaut quoi, là, tu sais? Ben oui, puis ça veut pas dire de pas avoir des objectifs ambitieux. Non. Ça veut pas dire de pas vouloir gagner, tu sais, la mentalité de champion, de comme, je vais toujours être là, je vais toujours donner mon max, je vais toujours l'idée par l'exemple, je vais toujours... Mais il faut juste accompagner ça d'une mentalité que j'aime bien partager, de dire qu'un athlète heureux, c'est un athlète dangereux. Parce que quand on vise ça, ben on améliore les chances que l'athlète vive bien même son succès. Tu sais. Il y a des gens pour qui ils vont tellement se rendre au sommet de la pyramide de façon malsaine, puis ça, je l'ai entendu vraiment souvent, qu'au moment où ils gagnent, c'est pas de la joie, c'est un relief, c'est un soulagement, parce qu'ils sont rendus au point de se dire, il n'y a rien d'autre que la victoire qui compte pour moi, que quand ils gagnent, ben c'est un soulagement, le sentiment qu'ils ressentent. Imagine comment c'est triste. Puis quand tu gagnes pas, c'est encore pire. C'est encore pire, mais moi je trouve ça pratiquement pire de gagner puis d'être soulagé, parce que là tu te dis,
Ben, c'est pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on s'entend, on fait tout ça pour se dépasser, être plus heureux, avoir un sentiment d'accomplissement qui est bénéfique pour notre évolution comme être humain. Je m'en fous là, de toute la psycho derrière ça. Mais c'est vraiment une question de comme, tu veux-tu vraiment être ce gars-là, dans le fond? Ouais. Tu veux-tu vraiment finir comme ça une carrière sportive ou un accomplissement? Puis même ton marathon, puis là, je vais revenir à... Puis là, moi, j'ai ça de dire monsieur, madame, tout le monde, mais n'importe qui fait son premier marathon, mettons, qu'est-ce que tu veux vivre? Tu veux vivre la joie de battre ton record personnel. Tu veux vivre la joie d'accomplir 42 km sur tes putains de pieds. Tu veux pas arriver là puis dire « Ouf! Si je l'avais pas complété, tout le monde de ma job aurait ri de moi. Ouf! Si je l'avais pas complété, le monde aurait dit « Man, elle regarde bien trop ce qu'elle mange pour une fille qui court pas 42 kilos. » Tu veux pas être là, vraiment, vraiment pas. Fait que toute l'attitude qui part aussi, qui concerne l'alimentation, puis les choix à faire, c'est dans une optique de dépassement de plaisir, puis tu peux faire des meilleurs choix alimentaires pour alimenter ta performance quand même. Tu peux même faire des choix alimentaires qui te font essayer de gagner ta course, mais toujours dans une optique de se dire, OK, j'y mets en place des choses qui vont me faire tendre vers moi, Benoît Boulanger, la version peak performance que je peux faire cette journée-là. Puis si j'ai réussi tout ça, peu importe l'outcome, j'ai réussi. Exact. J'ai 100% réussi. Là. Ouais. Tout à fait d'accord avec ça. Toi, c'est quoi ton mindset par rapport à l'objectif qui s'en vient? Justement. T'as-tu des fois un peu cette... parce que t'es dans l'œil du public. Ouais, moi, c'est dans la... Tu sais, là, dans le podcast, puis dans la route vers Ottawa, j'ai dit que je voulais faire en bas de 2h40. Si je le fais, je vais être content. Si je le fais pas, ça va être correct aussi, parce que j'ai quand même changé ma mentalité un peu par rapport à ça dans les dernières années. Dans la dernière année, principalement, où est-ce que... Tu sais, j'ai 2 business. Ma blonde est à Gatineau, j'ai une business à Montréal, j'habite à Québec, je suis tout le temps sur la route. Quand j'étais à l'université, je pouvais m'entraîner 20 heures par semaine, puis j'avais juste ça à faire, là, à part l'école, mais j'étais en littérature, fait qu'on s'entend que c'était pas la fin du monde. Là. Mais fait que je pouvais juste faire ça. Là, c'est pas ça ma réalité. Fait que je trouve que c'est ambitieux comme objectif, mais en même temps, tant qu'à mettre un objectif, je vais en mettre un ambitieux. Puis, fait quoi, c'est ça. Puis je veux le faire aussi. Je veux que ce soit le premier marathon que je cours où est-ce que je suis complètement en santé. Puis si je sens que ça s'en va, si je sens qu'à m'amener dans la prep, je trouve que c'est trop. Je trouve que je commence à avoir des difficultés. Mon dernier marathon, avant d'aller le courir, j'étais chez Advil pendant 2 mois avant. Chaque fois que j'allais courir, puis je pouvais pas aller marcher avec ma blonde parce que justement, je prenais pas des Advil pour aller marcher. Puis là, j'étais plus capable. Fait que là, je veux que ça soit juste dans le plaisir, juste dans la santé. Puis, mais je veux quand même essayer de faire la meilleure performance possible. T'sais. Ça devrait faire partie de tes objectifs. Exact. Dans le sens que tu devrais pas avoir juste un objectif de temps. Tu peux l'avoir. Même que si tu veux atteindre des hauts niveaux de performance, il faut que tu l'ailles. Parce qu'il y a des journées ou des training blocs qui vont être motivés par cette envie-là. C'est correct. Mais dans la liste d'objectifs, pour moi, il en faut plus qu'un. Puis il y en a un probablement là-dedans qui ça va être de le faire en santé, mettons. Il y en a un, c'est de finir puis de savoir que tu as fait tout ce qu'il fallait pour être au pic performance ce matin-là. Dans les dispositions que j'avais, c'est ça. Dans les dispositions que tu avais. Puis cet objectif-là, ce qui est beau, c'est qu'il est atteignable avant même que tu fasses ton premier pas. Exact. Puis l'objectif de le faire en santé, probablement même chose. D'arriver sur la ligne de départ puis de faire, j'ai 2 objectifs d'accomplir ou pas. Parce qu'on peut aussi pas réussir un objectif dans la vie. Tu pourrais mal gérer ton truc puis arriver là encore, c'est Advil, puis être vraiment blessé. Probablement que j'irais pas. C'est ça, c'est ça l'affaire. Tu pourrais avoir un objectif d'avoir du plaisir, puis finalement tomber dans un pattern négatif, puis d'arriver sur la ligne de départ, puis de dire « Hey, live, j'ai pas de fun. » T'as pas réussi ton objectif. Non. Ça fait partie du 2h40. Le 2h40, c'en est juste un autre. On réussit des fois, puis qu'on réussit pas. Fait que, je pense que Jay, du Temple, il a vraiment bien fait ça. Il l'a souvent expliqué dans un podcast, comme quoi ses objectifs, il y avait un de ses objectifs qui était relié au plaisir tout le temps. Puis il décrivait d'autres objectifs. Il y avait un objectif de temps, tu sais. Mais il y a un qui restait, c'est de finir la course, puis de dire, ou d'avoir encore le goût d'en faire. Tu sais. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau, puis dans les gens qui écoutent le podcast, qui font leur premier marathon, leur premier demi, leur premier 5, leur premier 10, un des objectifs, ça pourrait être de le finir puis d'avoir le goût d'en refaire un autre. C'est souvent ça l'affaire. Mais excluez les 2 heures après. Parce que les 2 heures après, vous n'aurez pas envie d'en faire un autre. Mais si après 2 heures,
tu dis, finalement, c'était pas si pire, puis que plus ça s'éloigne, plus tu fais, non, finalement, peut-être que je vais en faire un autre. Ça marche aussi, parce que 2 heures après, ça se peut que tu te dises, c'est la dernière fois que je fais ça. Peut-être dans les 5 derniers kilos même que tu te dises ça. Mais j'allais dire, plus dans les 5 derniers kilos que les 2 heures suivantes. Parce que les 2 heures suivantes, il y a comme le côté de si t'as réussi ou si t'as pas réussi, peu importe. De comme... Ouais, mais ça fait quand même 30 minutes. Que t'es dans ta tête à te dire que c'est la pire affaire au monde entier. T'sais, 30 minutes, c'est long à te dire que c'est la pire chose que je pourrais faire. Il y a une période d'adaptation, probablement. Vraiment. Dans la préparation, moi, on va en reparler plus tard un peu de mes objectifs de cible de nutrition pendant la course. Spoiler, autour de 90 grammes de glucides à peu près. Respectable. Mais pour être capable de faire ça comme du monde puis être sûr que ça marche, il faut que tu le fasses à l'entraînement. Mais il faut que tu le fasses, puis quand il faut que tu le fasses? Parce que je commencerai pas, c'est pas vrai que je vais commencer à me popper 90 grammes de carbs à chaque heure de tous mes entraînements jusqu'à là. Premièrement, ça va me coûter... une beurrée. Ben, moi... étant donné que je paye pas le probablement la personne qui peut plus le faire. Étant donné que je paye pas le... Ben, je le paye indirectement. Je paye le Pica indirectement, mais... mais il me coûte pas cher, c'est ça que je veux dire. Eux autres, ça ferait... Ça coûte cher, c'est ça, exact. Mais tu sais, même parce que sur le parcours du marathon, puis on va en reparler tantôt, j'ai pas de Pica. Ou si j'en ai, j'ai une bouteille au début, puis en ai, je l'ai plus. Fait que, tu sais, mettons des gels Morten comme moi, je veux prendre parce que je trouve que c'est les meilleurs. Ça coûte 5$ le gel. Ça monte vite en tabarnak si tu veux vraiment l'essayer tout le temps. Fait que, et de toute façon, c'est pas nécessaire. C'est ça. Fait que c'est quoi la recommandation pour travailler ta nutrition en entraînement jusqu'à la préparation? C'est tout le temps dépendant de tes fameuses longues. Les coureurs, vous en avez des easy, là, je sais pas si j'utilise les bons mots, là, easy ou jog, peu importe. T'as des tempos, t'as des intervalles, puis t'as des longues. Le but, ça va être de fueler les intervalles, de fueler les easy, d'une façon différente que tu vas fueler tes longues ou tes tempos. Tempo, dans ma tête, c'est des longs intervalles à pace pratiquement marathon. Ces 2 moments-là, c'est les meilleurs moments pour le pratiquer. Parce qu'on veut pas pratiquer une nutrition de marathon dans une intensité qui est différente. Mais on peut la pratiquer, qui est plus élevée, je veux dire, mais on peut la pratiquer quand elle est plus faible. C'est même un bon moment. Fait que c'est pour ça que moi, souvent, avec mes athlètes, je commence par tous les longues. Fait que c'est souvent une fois semaine, tu commences, peut-être que toi, ton dernier marathon, je donne un exemple, tu as fini à 60 grammes à l'heure, ben on commence à 60 grammes à l'heure, puis on build up à toutes les semaines. C'est à combien que tu as fait ton dernier pour qu'on puisse faire réalistement ce plan-là? J'avais les... Average, là. Ouais, c'est ça. J'essaie juste de me replacer lesquels j'avais. J'avais les 140 de Morten. Fait 40 grammes. Non, c'est pas vrai. J'avais les 25 de Morten. Fait que 25 à chaque 20 minutes. Fait que 75 grammes plus ce qui était sur le parcours. Mais sur le parcours, c'est genre un petit peu de Gatorade. C'est 80. On fait tout en plus. Genre, ouais, c'est ça. OK, fait qu'on part à 80, fait que tu as un gap de 10 à aller chercher dans ton objectif, fait que tu es déjà un coureur avancé. Si on parlait de quelqu'un qui partait à 70... je pourrais viser 100 si jamais je suis capable de me rendre. Là, il va y avoir une question de logistique par contre. Là, c'est ça, exact. Puis dépendamment de la distance que vous faites aussi, c'est tout différent ces choses-là. Là, je recommande de voir un professionnel dans ce temps-là. Mais en général, justement, on va vouloir faire des jumps une fois par semaine dans votre longue au début. Fait que là, mettons, première longue que tu commences, là, toi, c'est 80, ben, je le ferai directement à ce que tu as déjà fait comme expérience, voire même une coche en dessous, 75, 70. À toutes les semaines, on fait plus 5 maximum. Puis, si ça marche pas, ça veut dire que si tu as un événement où tu dois aller à la salle de bain, si ça rentre plus, fait que tu cancelles le projet après un nombre d'heures X, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu reviens tout le temps en arrière d'une semaine. Fait que plus 5, ça va bien. Là, t'es rendu à 85, ça va pas. On retourne à 80 la semaine prochaine. On réessaie pas nécessairement tout de suite 85. On retourne à 80, puis après ça 85, après ça 90. Plus on va s'approcher du jour J, mettons 6 semaines avant, probablement, quelque chose comme ça, on va vouloir que tu commences à fueler tes tempos. Parce que là, de plus en plus, on va approcher de ton peak volume quand on va être à 6 semaines. Puis tu sais, je dis 6 semaines avant, mais tu le feras pas pendant les 6 semaines. Non. Je dis vraiment au moment du peak volume. Là,
tu vas avoir des longues et des tempos peut-être. Ces tempos-là, on veut commencer à les Les fueler. tempos vont être rendus longs. Sur la C'est semaine de plus haut millage, les tempos, ils représentent quasiment une longue. Là. OK, bon. Anyway, on va vouloir que tu fuel de la même façon pour pratiquer la vitesse. Ouais. Parce que là, justement, quand on était sur nos easy, on fait pas le même kilométrage par heure, mais on fuel 90 grammes, mettons 85-80, alors que là, on va faire peut-être 5 kilos de plus par heure à des très hauts pace. Moi, j'exagère peut-être, mais 2-3 kilos de plus par heure. Fait que la demande énergétique est pas mal plus grande, puis on fuel de la même façon. OK? Fait que tranquillement, on fait évoluer ça, puis on veut stabiliser vers l'objectif voulu. Ce que moi, je te propose de faire, c'est d'avoir comme objectif 90, mais de ne pas être fermé à l'idée que peut-être ton sweet spot, c'est 85. Mhm. Peut-être ton sweet spot, c'est 95 ou 100. OK? Fait que d'être à l'aise avec cette fréquence-là. Quand on arrive à dépasser le 90, le issue qu'on a, c'est la fréquence des gels C'est ça. par rapport au liquide. OK? Puis c'est là que ça devient difficile à gérer. Il faut des gels de plus en plus denses. Ouais. Les plus denses sont les 40. Fait que souvent, un gel aux 20 minutes nous permet de faire du 120, ce qui est faisable. Puis, je veux dire, faisable en termes de mécanique, de Ouais. mouvement, parce Ouais. que plus qu'un gel aux 20 minutes, tu perds trop de temps à sortir tes gels. Il y en a qui sont bons, là, mais tu sais, je veux dire, en général. Il faut que Fait tu les traînes avec toi. là. Techniquement, ton max, ça serait 125, parce que c'est 5 sur le plus parcours sur de le parcours, zigonnage, puis 120. Par contre, 120, ça nécessite beaucoup d'eau. OK? Parce qu'il ne faut pas faire l'erreur de juste se taper des gels sans prendre d'eau, parce qu'on va avoir le fameux appel d'eau, la diarrhée du coureur et tout ce qui s'ensuit de magnifique. Fait que c'est important que quand on arrive à 90, 95, puis qu'on joue un peu là-dedans, dans les semaines de haut volume, ben, tu vois qu'est-ce qui fit le mieux. Puis tu sais, ça va être différent pour chaque athlète. Fait que toi, tu vas tranquillement trouver ton sweet spot, mais le but, c'est de te faire tolérer, entre guillemets, le plus proche possible de ton sweet spot, et même de le repousser, entre guillemets, de développer une sensibilité intestinale qui te permet que ton sweet spot, ben, il aurait peut-être été à 85 si tu ne l'avais pas entraîné. Mais vu qu'on a fait les petites étapes de bond 5, ben là, on est rendu à un sweet spot à 95. Mhm. Puis tu sais, le 100 serait probablement un sweet spot où on ferait genre 40, 40, 25 en termes de gel. Fait que tu alternes les types de gel. Ou le 90, ça serait un 40 au milieu, des 25 placés à certains moments. La stratégie est mathématique rendue là. Mais c'est important de viser quelque chose justement dans ton cas, okay? Dans ta vitesse, dans ton time frame de marathon, d'environ un gel aux 20 minutes. C'est une belle stratégie. Ça se fait bien. Est-ce que t'es mieux de prendre 3... Puis on va faire la transition tout de suite vers la course comme telle, là, Okay. même si je vais skipper un peu le carb load, puis on y reviendra après. Ouais, pas stressé. Parce qu'on parle de ça en ce moment. Est-ce que tu es mieux de faire, par exemple, 3 à l'heure, là, parlons à l'heure, 3 fois 25 ou 2 fois 40? Ça va dépendre de toi. L'idéal, c'est 3 fois 25, mais il y a des gens que le goût dans la bouche, il est trop dérangeant, fait qu'une haute fréquence devient négative sur le long terme. C'est sûr que ton marathon, il est vite, toi, OK? Mais quelqu'un qui a un marathon de 4 heures, ça va être Tu le beaucoup traînes plus longtemps, long à ouais. traîner. Ouais. Fait qu'il y a des gens pour qui le moins de gel possible, c'est le mieux. Par contre, on fait jamais plus qu'une shot de 40, tu sais. Ouais. J'en ai un athlète qui fait justement un 24 heures non-stop de course. Mais lui, il a un problème avec la fréquence parce qu'en plus, il faut qu'il la trimballe vraiment longtemps. Ouais. Fait qu'on essaye de réduire cette fréquence-là. Toi, dans ta situation, on dirait que je viserais quelque chose de plus régulier, Ouais. fréquent, qui va te donner toujours un genre de cue mental de quelque chose qui s'en vient. Ça va même t'aider au niveau de ton discours interne à remplir ton focus de quelque chose autre que j'ai mal en salle, puis ça paye. Ouais. Quand tu fais ton... Moi, mettons, tout ça, je le vois quand même facilement à faire pendant ton entraînement. Mettons, ta long run, tu te mets une veste avec de l'hydratation, puis tu es capable de t'hydrater comme du monde pour ton 90, 100 grammes, ou le monde qui commence 50, 75 grammes, mettons. Tu es capable de t'hydrater assez quand tu contrôles les paramètres. Sauf que si tu vas aller faire un marathon, puis il y en a qui peuvent faire leur marathon avec leur veste si l'objectif, Mais c'est de à se cette rendre à la fin. vitesse-là, ça arrivera pas. C'est ça. Moi, c'est sûr que j'ai pas de veste. Ouais. Tu sais. Puis même traîner les gels, c'est la logistique. Fait que je vais avoir une ceinture, puis ma ceinture va être remplie De au gel. coton, là, de gel, juste des gels. Fait que comment s'assurer, si c'est possible, que
tu boives assez parce que toutes mes expériences de marathon, t'arrives dans le ravito, pognes le verre, ça revole partout, tu t'en calisses la moitié à l'extérieur de la face, puis là, tu continues à fuel avec les gels, puis t'espères que t'as eu assez de liquide, tu sais. Ouais. Partir avec une gourde, peut-être, je sais pas si... Il y a deux solutions. C'est soit tu pars puis tu trimbales ton eau, puis plus tu avances, plus tu les vides. Je pense que les gourdes qui se vident puis qui deviennent super minces sur le corps, c'est des belles options quand même. Surtout qu'on parle pas d'un demi-marathon. Ouais. Il a beau être rapide, 2h40, si tu t'hydrates mal, t'es fait. Ouais, exact. Alors qu'un demi-marathon full speed à des temps à la Rio, là, ben, on s'entend que ça, tu pourrais quasiment pas t'alimenter, pas boire, puis figure out quand même quelque chose de pas pire. Ouais. Fait que moi, je pense personnellement que le sacrifice d'avoir ces deux petites gourdes-là, il est payant. Parce que il va te permettre d'atteindre du 90 puis du 95. Puis tu sais, au final, tu avais l'air de dire que tu allais avoir 200 gels, mais quand tu y penses, là, au final, c'est environ 9 gels. Ouais, 9-10. Ouais. Fait qu'au final, c'est pas non plus. Mais d'avoir une ceinture pour les gels, ça va. Mais moi, c'est sûr que je me vois pas courir avec une veste. C'est parce que en plus, tu as une veste, fait que tu as la gestion de la température qui vient en ligne de compte aussi. Fait que je me dis. Toi, est-ce que tu es plus les gourdes aux hanches si tu avais une gourde? Peut-être que oui. Moi, je lirais plus la gourde dans ma main. Dans ta main, OK. Peut-être que ce que je pourrais faire, puis là, je réfléchis à voix haute pour les gens qui écoutent, si je pars avec un 500 ml, j'ai une bouteille handheld qui est vraiment efficace, que j'aime beaucoup. Si je pars avec 500 ml là-dedans, d'eau, avec, mettons, 75 grammes ou 79 grammes de Upica dedans, ça facilite. Puis que je traîne tout au long, ça fait que j'ai moins besoin de gel. Ça fait qu'avec ma main droite, par exemple, je peux arrêter puis juste boire les liquides que je passe sur le parcours, au Gatorade tout le temps. Puis que là, j'ai ma gourde que je traîne un peu. Si à amener, je rate un ravito, si à amener, puis je m'assure de la finir avant la fin du marathon. Comme là, j'ai 75 grammes de plus, fait que c'est comme 3 gels que j'aurais pas à avoir dans ma poche. Ouais. Puis ça semble être une bonne solution quand même. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, c'est juste qu'il y a des gens pour qui c'est horrible de tenir une gourde. Ouais, mais tu me sembles aimer cette technique-là. Ouais, ben c'est parce que je cours avec tout le temps. C'est juste avec ça que je fuel mes entraînements. OK, c'est super. Fait que, surtout si tu me dis qu'en plus tu le pratiques, là, ça va être probablement ça la clé. Parce que juste se reposer sur les ravitaux, c'est trop shaky, là. C'est pas assez. Exact, c'est ça. C'est pas assez assuré. Puis justement, on parlait tantôt du demi full speed. Lui, je te dirais, au pire, tu prends les premiers. Anyway, tu vas être d'un premier, puis tu fais juste sacrer ça, puis c'est correct. Marathon, c'est trop long pour prendre ce gamble-là. 2h40, si tu réussis pas à boire comme du monde, t'es fait. T'es fait, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un aspect que je voudrais soit que t'ailles la veste, soit que t'ailles la gourde. T'es pas obligé d'avoir les deux. T'es pas obligé de... La veste n'est pas reine, là. C'est vraiment ce que tu choisis qui va être que tu es plus confortable, qui va être le mieux. Mais j'irais avec ça vraiment comme stratégie, là. Puis, tu sais, avec ce 500-là... Puis ce que tu vas être capable de prendre, ces ravitaux, on va être capable de se rendre au bout, je suis certain. C'est juste qu'il faut aussi, puis là, c'est bon pour les gens qui écoutent, puis un peu moins, plus tu vas vite, mais faut prendre le temps de légèrement ralentir le ravito. Puis je comprends, là, moi aussi, je cours souvent. Là, je le sais que si je suis dans un 21, puis que je vois ma montre dropper un peu en dessous de mon pace, je fais comme, oh tabarouette, j'ai pas le goût d'accélérer, j'ai pas le goût de rattraper ce retard-là. Mais la vérité, c'est que tu vas te remercier plus tard. Là. Le fameux moment, puis ceux qui l'ont déjà couru le savent tous, le fameux moment où tu réalises que tu as mal fuel ou qu'il y a quelque chose qui est en train de sauter, tes mollets, une crampe, peu importe, là, tu te dis à quel point ce 1 seconde, on va dire 5 secondes du kilo-là, c'est énorme, là, un ralentissement de 5 secondes du kilo, live, je le prends n'importe quand, pour m'enlever ma crampe. Là. Surtout que tu ralentis pendant 100 mètres, puis moi, ça va être aussi... L'autre, tu ralentis sur des kilos complets. C'est ça, mais moi, ça va être aussi un des enjeux, le pacing. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un marathon que j'ai fait que j'ai pas... bunké. Pas des... tu sais, mettons, mon dernier marathon à Québec, je peux pas dire que j'ai bunké, là. Tu sais, je pense pas que j'ai frappé un mur, mais j'ai quand même passé de 3,57 à 4,20 dans les 4 derniers kilos. Ça, tu fais le calcul, c'est 25 secondes par kilo, c'est 1 minute 40 là. T'aurais pu t'arrêter au ravito. J'aurais pu m'arrêter pendant 1 minute 40, me dunker la tête dans un bucket d'eau puis repartir. Fait que ça, c'est sûr que oui, puis de pas
penser, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde qui veut courir un marathon, de pas penser que tu es en train de prendre de l'avance sur ton temps. Parce que tu prends jamais de l'avance sur ton temps. Jamais. Faut que tu te mettes sur ton temps, puis au pire, tu accélères dans le dernier 10 kilos, mais tu essaie pas de prendre de l'avance, à moins que tu te sentes vraiment bien puis que ton objectif soit vraiment pas assez ambitieux. Puis probablement que le déclic que tu as déjà eu, puis là, je m'en rappelle pour toi, mais le fameux 5 kilos au centre de glace que tu as fait, en genre negative split, c'est l'exemple parfait que... Tu sais, ça, au CrossFit, c'est un thing aussi, OK? Mais de commencer en se disant, je vais prendre de l'avance, comme ça va être du repos que je vais avoir, ça marche pas comme ça. Tu as utilisé cette énergie-là que tu aurais eu de toute façon. C'est vraiment contre-intuitif, parce qu'en plus, au début de ton affaire, c'est sûr, ça paraît facile. En natation, on disait tout le temps, dans un 200 mètres, le premier 50, si tu peux pas aller chercher un meilleur temps sur le premier 50, ça n'arrivera jamais. Puis le 2 dixièmes que tu vas aller chercher sur le premier 50, il va te coûter 6 dixièmes sur le back-end. Ça va être ça tout le temps. Puis c'est ça dans tous les sports. C'est ça dans tous les sports. Puis ça paraît facile au début. Tu te dis, ben là, je vais pas être sous-maximal. C'est un marathon, c'est ma course. Laisse le temps à faire. Puis je trouve ça facile à comprendre quand on parle d'un marathon. Plus facile versus le 200 mètres où tu te dirais, mais je sais, mais c'est vrai parce que moi, en faisant mon test du 200, j'ai fait un cours de natation, peu importe, pas de manière, je t'ai texté, je t'ai dit, c'est quoi la technique de, mettons, mentale pour voir un 200, puis tu m'avais dit 50, 50, 50, 50, 50, easy fast, 50 easy plus, c'était comme... Ouais, c'est easy speed. Easy speed, back sur le deuxième. Troisième, c'est le troisième, power. c'est là que tu pèses. Puis le dernier, anyway, tu vas le vider à la tête. T'as pas de questions à te poser. Exact. Ça, c'est plus facile à voir, je trouve, sur un marathon. On s'entend que si t'as mal dans les 10 premières minutes, t'es done, là. T'as gâché ta course, là. Faut que tu te rendes confortable aux 30 kilos. Tu seras jamais confortable. Tu seras jamais confortable parce que ça reste un marathon puis c'est vite, c'est plus vite. Mais il faut que tu te rendes au moins confortable à 30 kilos puis après ça, t'accélères au pire. Mais moi, je dis ça comme si je l'avais déjà fait. J'ai jamais fait ça. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. Mais c'est de la discipline. Exact, c'est self-awareness. On reprend ce qu'on parlait tantôt, mais c'est ça que les athlètes élites font de bien, que les athlètes corrects font de mal. Exact. Ils ont souvent des niveaux de fitness vraiment proches, mais ils n'ont pas une belle connaissance ou une bonne connaissance des signaux que leur corps leur envoie. Puis en termes de fueling, ça va faire une différence dans ces premiers moments-là de la course, de suivre son plan. Puis du moment que ça commence à être difficile, c'est souvent ça que je dis à mes athlètes, quand la stratégie nutritionnelle est en train de prendre le bord, ou, je sais pas moi, il y a un moment que ça va pas bien, parce qu'il y en a tout le temps, il y a genre des moments de down, puis tu pourrais, out of nowhere, repogner un up un peu plus tard. Surtout dans l'ultra, là. Surtout dans l'ultra, j'avoue, ça va moins vite. Mais reste quand même qu'il ne faut pas que tu t'entêtes à suivre un plan nutritionnel qui est en train peut-être de te nuire au niveau gustatif, au niveau envie de vomir, au niveau nausée, au niveau mal de tête, peu importe. C'est comme, si ça commence à chier, c'est comme, OK, là, je vais juste me fier à ce que mon corps me dit. Puis en ce moment, les gels ne rentrent pas. Donc, je vais cesser les gels. C'est pas Ben m'a dit qu'il fallait que je prenne un gel aux 20 minutes, puis il faut absolument que je le prenne, sinon je vais bunker. Oh my God, je vais bunker, j'ai pas pris mon gel. Non. Skip le gel. Va au ravito. S'il y a quelque chose comme du Coke, du Gatorade, du Pika, peu importe, qui te donne une meilleure sensation, plus envie, va vers ça. Si même ça rentre pas, ça rentre pas. Puis tu repartiras sur ce beat-là quand tu vas le filer mieux. C'est pas une question d'essayer de rattraper le temps perdu. Si tu as skippé un gel, tu fais pas un gel 2 fois plus vite après ça ou tu essaies de les rentrer parce que tu vas te remettre dans la même situation que tu étais. Tu fais juste repartir comme si de rien n'était sur le même beat. Mettons que c'est le 1h20 que tu skippes, 1h40 tu repars, puis celui de 2h va arriver, puis celui de 2h20 aussi, puis c'est correct. Il va se passer plein d'affaires dans ta course. Vois pas ton plan nutritionnel comme quelque chose qui peut te nuire. Vois-le juste comme quelque chose qui peut t'aider. Si tu l'utilises pas, ça va pas rien faire. C'est neutre. Puis si tu l'utilises, ça va t'aider. Fait que tu vas être encouragé à le faire. Tu vas t'encourager à le suivre. Mais quand ça commence à chier, tu n'auras pas le petit démon qui va te dire « Ah là, t'es plus dans une bonne performance. Ah là, t'es under fuel. Ah là, tu vas bunker, c'est sûr. » Mais non, voyons donc, c'est pas comme ça qu'il faut que tu le vois, surtout pas sur le moment de ton épreuve que tu t'es entraîné aussi longtemps pour ça. Ouais, je comprends. Inversement,
au début, ça te tentera pas de prendre des gels, tu t'en sentiras pas le besoin, mais c'est quand même important d'avoir ton plan. Fait que de dire, oui, là j'en ai pas besoin, je ressens pas le besoin, mais je vais quand même prendre un gel à chaque 20 minutes parce que c'est ça. Quand je parlais de l'écoute du corps, c'est bien plus dans une optique quand ça va mal. Ouais. Quand ça va bien, on suit le plan, tu sais. On suit la fréquence qu'on s'est prédéterminée, on suit le truc. Au contraire, c'est là qu'il faut que tu emmagasines ou que tu te donnes du lousse, entre guillemets, de glycogène musculaire pour la fin, pour le moment où tu vas vouloir rattraper un pace ou peu importe si t'es en négatif split. Mais tu sais, c'est le meilleur moment pour bien fueler, tu sais. Souvent, on commence à fueler ou les gens qui n'ont pas de plan, ils fuelent quand ça va mal. C'est ça, non. C'est comme, trop tard, là. Non, il est trop tard, mon ami. Ouais. Il est jamais trop tard. Okay? Il y a tout le temps l'aspect comme de la bouche, là, que si tu envoies du sucre dans ta bouche, tu vas avoir un petit regain de vie. C'est juste que si tu as besoin de ça, puis là, il te reste 2 heures de course ou 1h30 de course, ça va être t'as joué tes cartes. T'as joué une carte tôt. Là. Ouais. Une carte qui était supposée être un peu plus... Le mouthwash, là, t'es supposé être dans le dernier 5 kilos. Là. Ou direct au début, peu importe. Là, mais... good. Pour ça, niveau électrolyte... C'est assez long, je pense, pour que les électrolytes rentrent en ligne de compte, surtout s'il fait chaud. Ouais, 100%. Encore une fois, de se fier à ce qu'il y a sur le parcours, c'est mal avisé. Dans les gels, il y en a. Il y a certains gels qui en a. Certains gels qui en ont. Ouais. Quand tu n'as pas de liquide, de poudre glucidique, moi, je recommande tout le temps aux athlètes d'avoir des gels qui ont des électrolytes. Ou des pastilles d'électrolytes. Ouais, si tu veux mixer, c'est juste que là, ça te fait un moment de plus à intégrer dans ton plan. Quand c'est mis ensemble, ben, ça rend ça légèrement facile. Mais si, au contraire, ça t'aide à penser à autre chose. Parce que là, je pense à moi, dès que Morten, il n'y en a pas. Bon. Puis, mais c'est parce que Morten, ils prennent pour acquis que tu ferais, par exemple, genre un mix avec de la poudre glucidique. Ouais, peut-être, Mais si justement ton gel en a pas, ces fameuses pastilles-là, c'est une super belle option. Là. Ils servent à ça, ces pastilles-là, là, de venir complémenter un gel. L'idéal, c'est de l'avoir dans le même quand justement tu n'as pas envie de te faire chier avec 2 stratégies nutritionnelles, mais au final, tu pourrais le prendre au même moment si tu veux. Ouais. C'est environ la même fréquence. Il faudrait que tu regardes dans un gel régulier la quantité de sodium qu'ils mettent. Souvent, c'est 300 mg, je crois, si je ne m'abuse. Je sais pas. C'est ça, dans une portion du piquant, en tout cas. Ah, c'est peut-être pour ça, par contre, que je dis. Mais ça va ressembler à ça à l'heure environ. Ça fois 2 à l'heure environ. Faudrait regarder. Ce qu'ils mettent dans les gels, c'est bien calculé. C'est pour justement prendre environ 3 par heure. Là. C'est la bonne posologie pour suivre. Puis, tu sais, dans le cadre de ta course, je parle pas de tes entraînements, ben, ça serait rare que tu en prennes trop. Là. Fait que c'est pas stressant en termes de stratégie, les électrolytes. Fait que moi, je pense que ça va vraiment être ça. Je pense que je vais avoir une bouteille avec 3 scoops de Upica, même pas de Carb Boost, juste 3 straight-up scoops de Upica pour avoir 900 mg de sodium là-dedans. All good. Ouais. 75 grammes de glucides. Puis le reste en gel dans ma poche, puis je prends tout le Gatorade puis toute l'eau que je peux trouver sur le parcours. Puis je t'invite à starter ta course 5 minutes avant avec un gel qui contient des électrolytes aussi. Comme ça, vu que tu passes sur des gels qui n'en ont pas du tout, tu vas comme complémenter le total qu'on aurait voulu espérer. Puis un scoop de Upica ou 2 scoops de Upica avant de partir. 60 minutes avant. Ouais, 60 minutes avant pour aller chier. C'est toujours la bonne affaire. Non, mais parce que ça, c'est un enjeu pour vrai. Hein? Moi, il faut faire popo. Faut que tu ailles chier puis que tu ailles vraiment... Pas juste un petit caca forcé nerveux. Il faut que tu ailles envie de chier. Ça, c'est mon expérience à moi. Faut que tu ailles envie de chier. Puis faut que ce soit la bonne dompe du matin. Faut pas que ce soit la première de 2. Là. Mais tu sais quoi? Il y a des gens pour qui c'est un stresseur. Moi, c'est un stress. Moi, en entraînement... L'autre jour, sans rentrer trop dans les détails, l'autre jour, j'ai fait une longue, puis il a fallu que j'arrête dans 3 cafés Smith. 3? Chier. Pas 3 Smith? Non, 2 Smith, puis une fois chez ma soeur. 2 Smith, puis une fois chez ma soeur à Sillery, puis là, j'étais comme... Là, ça va pas. Faut que je trouve une solution, parce que... Là, ça va être TMI, mais pour le bienfait d'être un professionnel en santé, c'était-tu liquide, c'était-tu solide, c'était pratique ou normal? C'était solide, mais je sais pas comment dire. C'est fou que ce soit public, ça. Mais comme. En jet. Non, genre, tu sais, le genre de solide qui sort vite, là. OK. Ouais, c'était genre ça. Là. Ça veut dire que c'était prête à mettre au four. Fallait que ça sorte, là. Ouais. Et 3 fois. Sauf que là, ça, c'était. Mais si c'est solide, par contre, ça élimine plusieurs hypothèses quand même. Ouais, OK. Mais fait que là, je me suis dit, là, il faut que je trouve va falloir que je m'entraîne à avoir ma routine.
Exact. Au moins 2 semaines avant. Exact. De faire, OK, là, je me lève alors que je vais me lever au marathon. Je prends un petit peu de café. Je bouge. Au marathon, probablement que je vais aller jogger un genre de 2 kilos là, avant. OK. Revenir dans ma chambre d'hôtel. Marcher, même. Puis là, ça va être fait, là, tu sais. Ouais. Puis optimalement, c'est ça que je vais faire 2 semaines avant, tous les jours. OK. Puis c'est bon, là, c'est ça qu'on veut développer. Puis tu sais, chez les gens qui sont constipés en vieillissant, c'est ça qui se font recommander par leur médecin. Là. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir la chiasse pendant un marathon. C'est, non. surtout si toutes les autres affaires Vont bien. puis que là, faut t'arrêter dans une toilette, c'est le truc le plus frustrant qui peut arriver. Faut là. que tu crées une routine qui te permet, comme ton corps, de faire OK, comme un peu l'endormissement, c'est la même chose, mais qui fait OK, I'm good, je peux y aller. Puis tu sais, pour justement il y a des aliments qui pourraient t'aider justement à peut-être favoriser ça, mais ce que tu as décrit, c'est pratiquement parfait. Le mouvement, le café ou n'importe quel liquide, là, ça pourrait être de l'eau, ça ferait probablement la même job. Là, on a comme un genre d'idée que le café, ça nous envoie à sel, mais souvent c'est juste parce que c'est le parce premier que tu liquide, bois quelque chose, puis de l'entretenir. Et une autre règle que j'ajouterais à ça, c'est de ne jamais, peu importe si tu fais ta routine ou avant ou peu importe, ne jamais manquer sa première selle. Tu sais, des fois, on est comme pressé d'aller à la job, pressé de partir à Montréal. Je suis jamais assez pressé. Genre, je suis jamais trop pressé pour Mais il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça, puis faut pas faire ça. Ouais. Quand on sent la venue de notre première selle, allez-y, faites-les. Ça va développer votre routine. Ça va permettre à votre corps de s'habituer à ce timing-là, à ce moment-là. Puis ça va vous permettre de tout le temps mieux vous sentir. Mm-hmm. Là, c'est fou qu'on parle encore mais non, de mais caca parce que tu sais quoi, on mes a amis parlé vont ça encore fois, me dire mais écoute, que je suis maître parce que c'est un caca. enjeu tellement important pour le marathon. Je veux dire, il n'y a rien de plus plate quand ça arrive, ou même juste à l'entraînement sans nécessairement ta compétition, juste quand ça te pogne, man, c'est tellement littéralement chiant. Mais il y a des gens pour qui, et j'en fais partie heureusement d'une certaine façon, pour qui le stress, la petite boule au ventre, au contraire, ça fait tout vider. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire que les gens, mettons, je veux normaliser, là, d'avoir quelque chose de très liquide, pas pendant, mais avant, puis qui est aussi un peu expéditif, on va dire, ben c'est normal. Il y a des gens que leur intestin réagissent au stress complètement différemment. Il y en a que ça empêche de sortir, puis il y en a qu'au contraire, ça fait comme un genre d'appel d'eau, puis ça fait comme, je veux tout vider parce que je le sais qu'en ce moment, je veux pas amener de sang à cet endroit-là, je suis trop nerveux, je suis trop dans mes muscles, Fait qu'il y a comme il n'y a pas souvent juste 2 types de personnes, mais il reste que c'est normal l'opposé aussi. Là. Mm-hmm. Pour finir, on avait parlé du carb load ensemble dans notre Q&A, je pense. Dans les premières fois. C'est une des premières fois qu'on a fait un podcast ensemble. Je veux pas nécessairement qu'on reparle du carb load au complet parce que je pense qu'on avait fait le tour. J'invite les gens à aller, je pense que c'était le Q&A 1, la partie 1 qu'on avait fait ensemble, ou peut-être même Nutrition 101, ou je me rappelle pas, c'était un de ceux-là. Allez les écouter. Mais ce que je veux savoir, c'est la nouvelle tendance à couper complètement les carbs. Je savais. 4 jours avant le carb load, puis commencer le carb load 48 heures avant. J'ai vu que tu avais prescrit ça à Dano, je pense, pour son dernier Ironman. On le salue d'ailleurs. Ouais, on le salue d'ailleurs. Explique-moi la science derrière ça, puis explique-moi si c'est une recommandation qui est juste nouvelle, ou si on a toujours su ça, ou si... c'est le contraire. C'est une vieille recommandation que le coach de triathlon de Danovic lui faisait faire. Qu'il mettait en confiance quand on faisait son carb load. Puis tu sais, là, je vais pas exposer la relation avec l'alimentation de Dano. Là. Au final, je vais parler d'un... On va parler de moi qui fais ça, par exemple. Prends l'exemple de monsieur avec son s'en fout. Ouais, c'est ça, mais peu importe. C'est pour dire que ce que je vais dire ne s'applique pas nécessairement à Dano, mais souvent, on peut justement y aller vers quelque chose qui n'est pas backé par la science, comme ce fameux drop-là. Ça, il n'y a pas de science. Non, c'est qu'on a découvert que ça servait à rien. Ça ajoutait à rien. Sauf que c'est pas moindre. On a déjà parlé de ça, l'effet de non-infériorité. Bon, c'est pas moindre. Mais pour Dano, c'était positif. Il le sentait pour lui que ça le mettait en confiance. Ben, moi, qu'est-ce que je veux d'un athlète qui s'en va faire un championnat du monde d'Ironman, qui soit en confiance. Par contre, je veux qu'il fasse un carb load. Fait qu'on a adapter justement ce que moi j'y ai décrit comme étant l'ancienne méthode qui a été pratiquée pendant longtemps par plein de triathlètes. Puis là, rapidement, c'est le fait de deplete pendant une période X.
Vider complètement le glycogène. 4 jours, ça ouais. peut être 2 jours, ça peut être 7 jours. Tout le monde... La recherche a tout essayé à ce niveau-là, OK? Tu déplites, puis après ça, tu fais ton carb loading, soit de 1, 2 ou 3 jours, peu importe. Puis techniquement, on pensait que c'est ça qui permettait l'adaptation physiologique, de créer une plus grande réserve de glycogène musculaire. Mais on a réalisé, en faisant juste comme baseline normal et un plus grand carb loading, donc le même gap, mais en partant juste d'un petit peu plus haut, ben, qu'on avait les mêmes effets. Ouais. Par contre, quand on fait ça, on doit monter plus haut. Ouais. Il y a des gens qui adorent manger plus de glucides. Il y en a pour qui c'est compliqué la digestion. Moi, c'est mon trip. Puis Dano en faisait un peu partie. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à juste monter le plus haut possible, si tu n'apprécies pas la digestion qui ça cause, parce qu'on s'entend, ça fait quand même des gaz. Ouais. Quand tu te couches, ben, t'as un peu, si tu es sensible à ton ventre, ben, tu vas avoir un petit peu le ventre plein. Tu vas être pas comme super confortable et léger. Là. Fait que tu sais, tout cet aspect-là aussi digestif peut devenir une raison de pourquoi j'intégrerais le déplete. Mais la vérité, c'est que je l'ai jamais dans le sens, je l'ai jamais... Mais dans le fond, essentiellement, la science dit que ça change rien. Exact. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que les gens ont besoin de savoir, puis c'est ça aussi que Dano sait, au final. Mais dans le cas de... Il est en confiance, puis c'est bien parfait comme ça. Exact. Ouais. Fait que tu sais, dans ton cas à toi, puis dans tout ce qu'on a ever parlé au terme du carb load, puis j'avais le goût qu'on en reparle aujourd'hui parce que, tu sais, on en a parlé depuis, tu l'as fait plusieurs fois. Je t'ai déjà entendu en parler, puis j'ai des follow-up. J'ai des follow-up à t'amener. Ouais. Au niveau de la quantité de sucre rapide, de plus en plus, j'aime ça la rapprocher de l'événement. Ouais. Puis plus je m'éloigne de l'événement, plus la prescription de carb loading que je fais à mon athlète, elle est moins axée sur ces sources-là. Mm-hmm. La raison, il y a plusieurs raisons qui ont motivé, mettons, cette adaptation-là de ma recommandation du carb loading, puis ils sont pas scientifiques. Ils sont basés un peu, comme je te disais tantôt, sur le fait que tu peux mieux filer ou peu importe. Ouais. Puis c'est au niveau, justement, de si tu manges pendant plus de 24 heures, tu sais, 24-48 heures, juste des sucres rapides, ça va jouer sur ta digestion, puis ça la facilite. Mais à un moment donné, ça peut aussi comme avoir le downside de, justement, manque de fibres. Mm-hmm. Donc, les sels un peu moins faciles à faire sortir, un peu moins faciles à on parle encore de ça, mais au final, il y a comme plein d'effets que ça peut avoir, entre guillemets, court terme, que des gens vont ressentir en focusant un peu trop là-dessus. Même affaire pour justement si c'est comme juste de la liqueur. Puis tu sais, si tu élimines à cause de ça trop de fibres, trop de protéines, ben là, tu pourrais avoir comme des effets néfastes. Fait que le truc, moi, pour un peu contrer ça, c'est de starter le carb load avec des aliments complets, puis une alimentation complète. Puis plus je me rapproche de l'événement, de la soirée même, là, plus c'est en mode, OK, ben là, si le riz... c'est pas assez. Genre, le riz sera pas assez pour tout combler l'apport en glucides que je vais te faire avoir. Ben go, boisson gazeuse à tous les repas, ça va. Bonbons en collation, tout ça. Mais au début, c'est comme la collation, c'est pas un bonbon, c'est un fruit. Tu comprends-tu? C'est un détail, mais on fait comme progresser ça durant les 3 jours, surtout quand on le fait 3 jours. Je l'ai fait 3 fois depuis qu'on s'en était parlé. 3 bons carb loads. 3 bons. Puis ça sur quoi je suis arrivé à la fin, qui, je crois, ça concorde bien avec ce que tu dis. C'est pas 3 jours, c'est 2 jours. Ouais, c'est parce que 3 jours, je trouve que t'es loin, là. Parce que moi, ce que ça faisait, c'est que... Puis j'ai réglé cette situation-là aussi, c'est que ça venait un peu jouer avec mon sommeil aussi. 100%. Fait que je trouvais que 3 jours, c'était too much là, pour moi. Puis je me suis dit, je vais y aller dans quelque chose de plus safe un peu. Le premier des 2 jours, je fais juste manger la même chose que d'habitude, mais beaucoup, puis souvent. Fait que genre... Les mêmes aliments. Mm-hmm. Fait que mettons, le déjeuner, je me fais tout le temps un gruau habituellement avec des fruits. Là, c'est genre 2 bols. Ouais. Je mange des collations que je mange des fois, mais là, je me claque les biscuits. Pas les biscuits, mais les craquelins avec de l'humus, mettons, j'en mange plus. Des carottes, toutes ces affaires-là, j'en mange plus. Le soir, une crise d'assiette. Puis... cette journée-là n'est pas nécessairement le fun parce que je mange vraiment au-dessus de ma faim. Mm-hmm. Puis genre, mon assiette de sauté général Tao, mettons, à la fin, ma deuxième assiette est moins bonne, là, tu sais, parce que là, c'est quand même tabarnak, mais là, ça, c'est mon... Puis là, à 18h, c'est terminé.
j'ai fini de souper à 18h, Belle puis je reprends rien. À part un ou deux verres d'eau, là, mais je veux pas non plus aller pisser constamment dans ma nuit. Fait que genre à 18h, c'est pas mal fini. Là, je dors bien. Puis là, le lendemain, c'est là que c'est... Le 24 heures. Les 3 repas, fait que déjeuner, dîner, souper, c'est les mêmes choses que je mangerais dans ma vie de tous les jours, parce que je veux quand même garder ce rythme-là de digestion. Mais entre ça... Là, c'est des sucres vraiment rapides. Mais qui me prendront pas de place dans mon estomac. Fait que de la liqueur, des jujubes, ce genre d'affaires-là. Puis encore une fois, à 18h, c'est fini. Puis cette journée-là est exagérée. Là. Ouais. Tu sais, dans le sens où c'est comme de la liqueur un peu comme à la même fréquence que je bois de l'eau. Ouais. Tu sais, dans ma journée, là, c'est calissement de la liqueur. Puis ce que j'ai découvert, c'est que le lendemain matin de ça, premièrement, si j'arrête à 18h, je dors bien. Fait qu'aucun problème, à moins que je prends pas de coke. 18h, c'est tôt, là, pour tout le monde qui Ouais. écoute. Ça arrive souvent qu'on recommande aux athlètes, genre justement un genre de 1h30 avant de se coucher. Ouais. Parce que des fois, c'est physiquement difficile de rentrer assez. Dans ton cas, tu prends tellement de sucre rapide cette journée-là que tu réussis à le finir plus tôt. Puis c'est à ton avantage vu que tu avais de la difficulté à dormir. Ouais. Fin de la parenthèse. C'est ça. Fait que ce que j'ai découvert en faisant ça, c'est que le matin de ma course, je me réveille puis je suis zéro plein. Ballonné. Je vais zéro juste à la gazeux. toilette comme si, parce que ce que j'ai mangé le soir, c'est la même assiette que j'aurais mangé dans ma préparation ou quoi que ce soit. Puis le reste, c'est du Des sucres liquide rapides. que j'ai épicé qui est rendu dans mes réserves de glycogène, dans le fond. Parce que le reste, c'est de l'eau, tu sais. Ouais. Fait que je me réveille le matin, je suis pas du tout plein. Je mange genre un bagel avec du beurre dessus pour comme juste me donner de quoi dans l'estomac Partir pour cette relax. journée-là. Puis ça a marché toutes les fois. Ça ressemble à comment on fonctionne. Je vais comme rajouter des précisions. Le fameux 3 jours, tu vois, nous autres, c'est bon, on est une grosse équipe, Ouais. moi et moi, dans ma tête. Ouais. Mais avec les athlètes avec qui je travaille, c'était un faux 3 jours, dans le fond. C'est vraiment un 2 jours parce que nous, on appelle ça le pré-carb loading into le carb loading. Fait que en pré, souvent, moi, la seule recommandation que je fais, c'est les proportions d'assiettes qui, pour un athlète, peut varier, mais des fois sont un tiers, mettons, deviennent une demi, un quart. Ouais. Donc, je fais jacker seulement au repas l'apport en glucides Ouais, complexes. Je comprends. Fait que cette journée-là, il y a un apport en glucides qui est plus élevé, qui n'est pas massif, mais qui est en glucides complexes. Fait qu'on est encore dans un processus de digestion normale, puis tranquillement, on crée une légère réserve pour nos muscles. La journée 2, le début du carb loading, souvent, on va y aller en mode enrichissement. Okay? Fait que c'est comme tu as dit, c'est la même chose que d'habitude, mais toi, comment tu l'as décrit, c'est que tu mangeais beaucoup de chaque affaire. Nous autres, on fait le tweak de prendre la version toujours plus riche. Fait que pour un volume similaire, même si on va manger plus de volume, là, de base, le 1/2 reste. Mais pour un volume similaire, on va être un petit peu plus dense, un peu plus riche en glucides. Fait que si, je sais pas, moi, tu as l'habitude de manger du pain brun, là, ça va être du pain blanc. Fait que ça va être plus facile à digérer, moins de fibres, moins tout ça. Si tu avais l'habitude de jamais boire de jus ou manger une orange, je te fais boire du jus d'orange. Sur ta toast, tu mettais du beurre d'arachide, là, je veux de la confiture par-dessus. Fait que Je comprends. c'est vraiment basé sur ce que tu manges Je fais juste normalement. booster les Puis je fais- glucides. Je saupoudre par-dessus, partout. Je fais des substitutions pour venir enrichir. Puis ça fait des plus 15, plus 30, plus 30, plus 15, Là, du sirop plus 30, d'érable, plus... c'est tes affaires. Là. Mais du sirop d'érable dans Sur ton pâté de viande. Là. sur ton... T'sais, peu importe. C'est vraiment là, des petits tweaks. Je sais pas, moi, tu as une collation que tu manges tout le temps qui est un yogourt grec avec des fruits. Ben là, full sirop dedans. Tu sais, c'est comme vraiment là, petit à petit comme ça. Puis après ça, tu rajoutes des boissons. Tu rajoutes soit les boissons gazeuses ou même les jus ou peu importe. Des fois, il y en a qui aiment mieux rester avec des boissons pour sportifs, peu importe. Fait que tu sais, tu rajoutes ça. Fait que plus 40, plus 40, plus 40 dans la journée. Au final, tous ces petits plus-là, ben, ils sont, entre guillemets, faciles à intégrer. Ouais. Ton volume, il a augmenté à partir du jour 1, puis tu gardes vraiment le côté très enrichi pendant 2 jours. Puis là, après ça, tu vas avoir le carb load maximal. Disclaimer, je ferai pas ça ma première fois. Ouais. Ma première fois, je ferais une journée en pré, comme je viens d'expliquer, puis une journée normale. Puis plus, tu sais, au CrossFit... Une journée on se ferait- normale, tu veux dire la première Excuse. journée du carb load. Exact, Ok. une journée normale Tu de ferais carb pas la loading. petite journée débile. Là. Exact. J'irais comme
plus tranquillou en mode j'ai saupoudré partout. Faut pas avoir peur, vraiment pas, mais j'irais quand même dans une optique où je mange ce que je mange d'habitude, version enrichie, parce qu'on veut quand même pas que le lendemain tu te lèves avec des mal de ventre ou une mauvaise situation. Puis la deuxième fois, là justement, cette fameuse deuxième journée-là, ben là, moi je veux qu'on augmente les sucres rapides, je veux qu'on augmente, puis là c'est là qu'on va travailler avec l'athlète à chacun de ses carb loads, à créer le plus gros gap possible. Puis des fois, justement, d'atteindre des 900, des 1000 grammes de glucides dans une seule journée. Puis c'est pas une compétition parce qu'au final, moi à 900 grammes de gap versus mon ami Guy à 900 grammes de gap, dépendamment de ce qu'on mange à tous les jours, ben c'est pas la même chose, c'est pas la même façon qu'on va faire notre synthèse. Fait que tu sais, il y a pas si tu croises quelqu'un qui a fait 1000 puis toi t'as fait 900, t'es pas poche, ça se peut très bien que pour toi c'est une meilleure adaptation. Le gap est peut-être meilleur. Fait que c'est de toujours se rappeler de ça quand on fait un carb load Puis moi je le ferai pas parce que c'est quand même, je veux pas dire taxant, mais c'est quand même rough un carb load là, tu sais, ça peut paraître le fun, mais c'est quand même rough. Là. Jour 2, il n'y a personne qui l'aime. Le jour 2, il est quand même tough. Puis le comment tu te sens, oui, c'est mixé avec le fait que tu viens de faire un long effort tough, là, mais comme les 2-3 jours après, ta relation avec la bouffe est comme bizarre un peu. Je voulais justement en venir par contre là-dessus. Okay? Parce que plusieurs fois, tu as décrit ton carb load comme quelque chose de all hells are loose. Là, all hell breaks loose. Okay? Ça me fait rire chaque fois, ok, mais c'est pas drôle. Mais moi, la raison pourquoi c'est le seul moment pratiquement que je fais un plan avec l'athlète sur ce qu'il mange, littéralement avec ce qu'il mange d'habitude, fait que c'est pas vraiment un plan complexe, mais on l'écrit puis qu'on le prévoit dans le temps, c'est dans l'optique que je parlais tantôt de dire que si je mange plus qu'à ma faim, ben, je vise ma faim puis après ça, je l'augmente. C'est pour pas lui mettre des bâtons dans les roues pour le futur, dans sa future relation avec l'alimentation. Je pense que t'es pas quelqu'un de sensible beaucoup à ça. Puis entre guillemets, ben pas sensible, pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, tu trimbales pas avec toi, du moins de ce que je te connais, un lourd passé de relations difficiles avec l'alimentation ou même avec ton corps. Mais pour vraiment beaucoup de monde qui nous écoute, c'est très stigmatisant de se faire dire de manger non-stop le plus de glucides possible. Fait que c'est pour ça que moi, avec mes athlètes, c'est prévu dans le temps. On l'a planifié. Il n'y a pas de question de perte de contrôle. Il n'y a pas de question de stress, de se dire j'ai-tu mangé trop, j'ai-tu mangé pas assez, Parce que ça va venir nuire à ta performance le jour J. Ça va venir nuire à ta récup, à ton sommeil. Moi, je veux que tu sois confiant. C'est écrit, c'est ce que tu manges d'habitude avec des légers modifs. C'est plaisant. Tu peux choisir des aliments que tu aimes, que tu manges peut-être moins d'habitude, puis que là, ils vont être utiles à ta performance. Parfait, tout ça est beau, tu sais. Mais je veux tout le temps qu'on reste dans une optique où ben, je fais ça pour ma performance, je fais ça dans une optique intuitive de vouloir améliorer mon temps, de vouloir améliorer ma capacité de glycogène, et non un peu en mode wow, enfin, je libère la restriction de ma vie. Exact. Et je perds le contrôle. C'est pas ça que je voulais dire quand je dis ça. Moi c'est juste. Je le vois vraiment, quand je le fais, je le vois mathématiquement quasiment. Je vois ma canette, mon truc de liqueur 39. À comme 40 grammes. Puis là, je fais OK, 40 grammes ici. Puis là, c'est juste que puis j'en reviens à ma question. C'est quand même cochon à faire. Fait que moi, je vais pas le faire dans ma préparation. Je vais pas essayer un carb load. Mais pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est-tu pertinent de peut-être essayer un carb load sur une séance clé? Pas un full-on carb load. Non. Je pense que la fameuse journée d'enrichissement avant, oui, 100%. Souvent, on le fait avec nos athlètes quand, mettons, le meilleur exemple que j'ai, c'est il y a un Ironman, puis ils font souvent un demi ou ils font une séance clé. Une séance clé, mais souvent encadrée. Simulation. Même la nutrition du jour J. Oui, ça peut être intéressant. Mais tu sais, je pense qu'il faut que ce soit légèrement encadré, surtout quand tu veux... en fait, surtout quand tu sens que tu as une sensibilité à avoir une relation qui est coup-ci, coup-ça avec soit la restriction, soit avec ce type d'aliment-là spécifiquement. Si, mettons, quand tu commences à faire cet enrichissement-là, tu as comme une envie de perte de contrôle. Souvent, c'est ça la sensation clé. Puis, tu sais, une perte de contrôle, c'est pas une grande quantité. Tu peux avoir une sensation de perte de contrôle à manger très peu. C'est vraiment le sentiment de ne pas être capable de s'arrêter, même si je le voulais. C'est là qu'il faut allumer un flag et faire j'ai besoin d'encadrement pour faire cette chose-là. Puis je pense que dans les derniers podcasts, ça l'a manqué, cette nuance-là.
je suis pas dans le j'aurais, là, mais tu sais, ça aurait pu être amené. Puis je pense, quand on partage le carb load, il faut toujours garder en tête ça, que c'est plus répandu qu'on pense, quand même une relation complexe, je dirais pas problématique, mais complexe avec les aliments, puis que ça peut devenir un trigger, ce genre de moment-là. Mais parce que ce que tu disais, tu sais, de comme enfin, je peux manger plein de carbs, ça, je l'ai entendu, je l'ai vu plein de fois, puis c'est comme ça, c'est toxique, et puis je veux dire, c'est malsain carrément, tu sais, fait qu'effectivement, tu fais bien de le mentionner. Cool, man. Avant, je pense que tu vas rapper, mais tu voulais-tu qu'on parle de suppléments spécifiques à l'endurance? Si t'en as, si t'as un segment là-dessus, on peut y aller, là. Parce que il y a 2 suppléments qui sont backés par la littérature scientifique. Il y en a plus, là, mais je veux dire, reliés à quelque chose qui serait intéressant dans ton cas. Okay. Tu arrives à un niveau, j'appelle ça la pyramide de performance, où je pense que ta base est stable, puis qu'on est capable de construire sur cette pyramide-là. Ouais. Tant que tu as ça, ce que je vais dire, ce qui va suivre, va s'appliquer, puis va t'amener des pourcentages d'amélioration. Ouais, la fameuse pyramide, on en a déjà parlé, là, c'est comme sommeil, nutrition de base, les recommandations de satiété, de proportion d'assiette. Tout ça, si t'as ça, c'est déjà un esti de gros morceau. Puis si t'as pas ça, n'importe quel supplément que tu vas prendre ne va pas t'aider à la performance. Okay? Mais si t'as ça, si tu as une hygiène athlétique, dans ton cas, je crois qu'on s'en vient là. Puis à 2,40, il y a vraiment une belle opportunité d'utiliser les suppléments pour améliorer la performance. Il y en a 2. La bêta-alanine, qui est un acide aminé que quand on load durant 3 semaines avant son événement, on va, entre guillemets, créer un effet tampon qui va permettre, on a déjà parlé, je pense, à un moment donné, mais créer un effet tampon qui va permettre de retarder le moment de fatigue que tu peux ressentir dans tes jambes. 3 semaines avant, à prendre en continu. 5 grammes par jour. 5 grammes par jour, 3 semaines avant. 21 jours avant. C'est une petite poudre tu veux pas la prendre mélangée à autre chose, OK? Souvent, les compagnies le mélangent à des pré-workouts. Prends-la pas dans un pré-workout, prends-la directement pure. Puis tu peux, idéalement, tu l'intègres avant ta course parce qu'au début, il y a un effet secondaire à ça. C'est un picotement que tu ressens. C'est ça qu'ils mettent dans le pre qui fait que tu picotes. Là. Les gens ont l'impression que c'est un effet. Je suis pompé, man. C'est comme non. C'est hilarant parce que ça n'a pas d'effet sur le timing. Ta bêta, là, t'apprendras pas. Genre, ça sert à rien que tu apprennes juste avant ta course. Faut que tu load, OK? C'est comme la créatine. Peu importe. Fait que c'est l'effet de picotement, tu veux pas l'avoir au repos. On s'entend, c'est désagréable. Puis plus ton flot sanguin va être intense, moins tu vas le ressentir. Mais après 1 semaine, tu le ressentiras plus. Okay. Puis tu vas pouvoir continuer à la prendre vraiment sans stress. Puis si, là, il y a clairement des gens dans la population qui peuvent mal réagir à ça, mais c'est très, très, très répandu. Puis c'est très rare d'avoir une prédisposition génétique qui fait que tu réagis mal à ça. Mais l'effet peut vraiment être grand si tu es un bon répondeur. J'en suis un probable, c'est probablement pour ça que j'y crois autant. Puis tu sais, dans la littérature scientifique, tu as les bons répondeurs, les moins bons répondeurs, puis la moyenne fait qu'on recommande ça. Mais il reste quand même qu'il y a des très grands répondeurs à ça, puis tu vas le sentir. Souvent, les gens, ils décrivent ça comme étant un 3e poumon, où ils ont l'impression... Parce que ça donne vraiment l'impression que ça décale le moment que tu ressens la douleur. Fait qu'il y a vraiment un moment un peu de flottement où tu te dis... D'habitude, quand je t'ai soufflé de même, ça commence à chauffer, ou ça commence à au moins se stabiliser une genre de fatigue. Puis là, t'es comme, je le ressens pas. C'est pas nécessairement physiologique. Tu sais, si tu vas, ben oui, ça l'est, mais je veux dire, probablement que tu prendrais ton lactate, ça n'aurait pas un effet marqué. Ouais, je comprends. Mais sur la performance, sur ton temps, tu vas avoir un effet. Puis pourquoi 3 semaines avant, puis pas juste en continu tout le temps? Ouais, il y a un questionnement autour de ça. Moi, j'aime utiliser la bêta-alanine comme effet de maximisation de la performance. Ouais. Si tu es continuellement sur cet effet-là, tu vas, entre guillemets, moins le ressentir. Puis plus tu maximises un moment, plus tu vas avoir aussi l'aspect mental de te dire « je suis dans une meilleure posture pour accomplir mon objectif ». Alors que si tout le temps l'entraînement, tu l'es, ben c'est sûr que si tu réussis à garder ton pace d'entraînement tout le temps à ton pace marathon, tu vas être méga confiant, mais c'est quand même rare que ça arrive, même si tu es sur la bêta-alanine. Fait qu'on veut rajouter l'effet ponctuel de la bêta-alanine de la dernière semaine, l'effet ponctuel d'être dans un événement que tu t'es préparé pour, l'effet ponctuel de peak performance, puis là, puis là, ting, c'est ça le peak performance maximale. Je l'ajoute au reste, mais je dis ça, puis il y a plein de gens qui l'apprennent en continu. Là. Mais moi, on dirait que je veux l'ajouter au carb load, je veux l'ajouter à l'aspect, OK, c'est live. Là. Je comprends.
Le deuxième, c'est le nitrate. Donc, les concentrés de betterave riches en nitrate. C'est une vieille mode de cycliste. C'est une vieille affaire qui a toujours été backée par la littérature, qui est juste... qui a pu été à la mode parce que justement, il y a des gens... Pas pratique en esti aussi. Là. Pas pratique en esti, des gens que ça dégoûte aussi. Là. Mais il y a le côté aussi encore là, bon répondeur, pas bon répondeur. Il y avait une compagnie québécoise qui faisait du jus de betterave, je sais pas... Mais c'est là qu'est partie un peu la déviance. C'est que toutes les évidences scientifiques sont sur les concentrés, les shots, OK? Ouais. Puis ça coûte cher, un shot. Puis là, ils ont toutes fait des versions. Ah, ben, fais ton shot toi-même ou fais ta boisson toi-même avec des cristaux de betterave, avec du jus de betterave essentiellement. Ça ne fonctionne jamais. OK? Il faut un concentré très élevé en nitrate, une sursupplémentation. Puis là, contrairement à tout ce que j'ai nommé depuis le début, c'est dépendant du timing. C'est 1 à 3 heures avant ton épreuve. Tu le prends 3 à 5 jours avant, en raison d'une fois par jour, jusqu'au jour J où tu le prends 2 fois, tac, la plus grande dose de nitrate, après l'avoir légèrement loadé. Là, tu vas avoir un effet maximal de ta prise de shot. Il y a très peu de marques qui en font, fait que je suis pas gêné de la nommer. Ça s'appelle Beat It. Il y en a probablement d'autres qui en font, mais reste qu'au Canada, je pense que c'est la seule compagnie qui distribue à travers autre chose. Puis c'est encore, entre guillemets, utilisé chez les cyclistes. Ouais. C'est juste que c'est plus devenu une mode répandue comme ça l'a déjà été un peu par le passé. Mais tu parles à n'importe quel vieux chercheur de nuits sportives, sont comme, ça là, ça a juste vraiment pas eu un bon marketing, mais ça pourrait être hot. Là. Ah ouais, hein? Parce qu'il y a vraiment des bons répondeurs. Mais la vérité, c'est que si ça te fait rien, ça te fait rien. Arrête d'en prendre. Je suis pas stressé avec ça. Mais j'en suis ça peut pas te nuire le matin de la course que tu sors. Non, exact. Par contre, j'encourage la pratique au moins une fois. Ouais. Dans un entraînement clé. 5 jours avant, 3 jours avant? C'est 3 à 5 jours. 5 jours avant. La première fois, là, tu vas voir un effet. PH, ça, honnêtement, c'est fort. Là. L'effet de ça, là, c'est vraiment cool. Parce que ça améliore ton blood flow sanguin. Puis c'est de là que vient l'effet positif du shot de nitrate de betterave. C'est sûr que je fais ces deux affaires-là. Mais c'est sûr, tu m'as vendu l'idée. La première fois que tu en prends juste un le jour même, ça se peut que tu PB. Là. Ça fait vraiment un effet ponctuel, spécifique. Puis c'est quand tu l'as utilisé plusieurs fois que tu as moins un peu l'effet placebo. 3 à 5 jours. Puis après 2. ça, 2 à 2h30 avant ta course. 1 à 3 heures avant. 1 à 3 heures. Plus tu te sens shaky du goût, plus tu le prends loin. OK. Super, man. Au CrossFit, je prends ça avant chaque compétition. Je me le time comme il faut. Puis les 5 jours avant, ça ne dérange pas quand tu le prends, dans le fond. Exact. Okay. Mais si tu le prends avant ta petite course relax, ça se peut que tu remarques que justement, t'es comme, crime, mais ça, je fais aucun effort en ce moment, puis je roule à un BPM comme chill. C'est des beaux produits quand tu as un bon répondant, mais je veux pas vendre le rêve non plus parce que justement, on est tous différents face à ça. Puis moi-même, j'aime aussi entretenir, puis je le fais comme avec moi-même, je suis un peu fou dans ma tête, mais j'aime ça entretenir un effet placebo de ça. Je l'utilise pas tout le temps. Ouais. Je l'utilise pas. En fait, je l'utilise pratiquement jamais. Quand je veux faire une performance maximale, je me dis, c'est là que ça se passe. C'est là que j'utilise ma betterave. C'est là que j'utilise tous mes atouts, qui peut-être ce jour-là va rien faire, mais peut-être va me permettre de repousser ma limite ou me faire douter que je suis peut-être capable de tenir plus vite finalement. Je suis peut-être que la sensation que j'ai là n'est pas causée par la betterave ou n'importe quoi, mais j'ai eu ce doute-là à cause du fait que je l'ai pris. Fait qu'il y a toute cette séquence-là aussi psychologique que je veux comme entretenir avec un supplément que au final, c'est pas un charlatan, c'est que je sais que ça marche aussi. Il y a des études qui disent que ça marche. Là, Ben oui. Surtout au niveau des... en fait, seulement au niveau des shots. Puis de là est parti un peu la dérape de vendre plein de produits qui marchent pas. Fait que là, la mode passe puis tout le monde dit que c'est de la merde. Là. Mais... Très cool, man. Je pense que je suis bien outillé. On dirait que ça m'a donné hâte à mon marathon, tout ça. Là, moi, justement, c'est les Open, puis ça vient de me craindre. Ouais, c'est bon. Cool. Merci beaucoup, man. Yes. Yeah. Peace.